Le propos de cet exposé est de démontrer l'utilité de l'évaluation du liquide amniotique, l'évaluation de la position placentaire et la méthode de mesure du col. L'aspect du liquide amniotique évolue au cours de la grossesse. Dans la première partie, ce liquide est complètement anéchogène, puis progressivement, au cours de la deuxième partie de la grossesse, on voit apparaître un fin piqueté échogène qui correspond à des éléments de desquamation et au vernix. La mesure du liquide amniotique nécessite une mesure de l'ensemble des poches en balayant du haut vers le bas et transversalement l'ensemble de l'utérus, en évitant d'appuyer trop fort. Deux méthodes sont sur le marché. La première est la méthode de la plus grande citerne, soit l'indice de Chamberlin, où on va mesurer la plus grande distance verticale sans structure fœtale ou cordon. C'est ce que l'on appelle la flèche amniotique. La norme est supérieure à 2 cm et inférieure à 8 cm avant 20 semaines et inférieure à 10 cm au-delà. La deuxième mesure, qui est le plus volontiers utilisée, est l'index de liquide amniotique ou l'indice de Phelan, où c'est l'addition de chaque quadrant, de la plus grande citerne de chaque quadrant. Et effectivement, on va mesurer la plus grande citerne de ces 4 quadrants. La norme, c'est entre 8 à 18. Un index amniotique inférieur à 8, on taxera d'oligamiose. Entre 18 à 25, c'est un excès de liquide. Supérieur à 25, un hydramiose. Le deuxième point concerne le placenta. Le placenta évolue dans le temps avec, au premier trimestre, une couronne trophoblastique qui est uniforme, hyperéchogène. Elle va s'épaissir et à partir de 14 semaines, on va voir disparaître le celome extra-embryonnaire, la membrane amniotique, ce sera. Au cours du deuxième trimestre, le placenta est de forme limitée avec du côté de la face utérine un fin liseré qui est la plaque basale. Ce liseré est extrêmement important dans le dépistage des placentas accreta. Et du côté de la cavité amniotique, une image hyperéchogène qui correspond à la plaque coriale. L'évolution, à terme, le placenta aura une longueur inférieure à 20 cm et une épaisseur de 3 cm. Au deuxième trimestre, on voit apparaître la présence de sinus veineux faciles à visualiser au sein de la masse placentaire. Ces sinus veineux sont très faiblement remplis par le Doppler et ultérieurement, on les voit beaucoup mieux en raison de l'apparition d'une hyperéchogénicité placentaire. La structure évolue également et on utilisait volontiers la classification de Granum, mais qui a perdu de son intérêt clinique, en 3 stades. Un stade 1 où le placenta est homogène, relativement échogène. Stade 2, on voit apparaître au niveau de la plaque basale des calcifications, une hyperéchogénicité. Et le stade 3 où chaque cotylédon sont bien dessinés par cette hyperéchogénicité. Ces signes apparaissent avec le terme, cette évolution se fait avec le terme. Il ne serait pas normal de voir un stade 3, par exemple, à 27-28 semaines. La position placentaire est extrêmement importante à localiser sur des couples axiales. Vous avez dans cet exemple un placenta sous la sonde qui est en position antérieure. Dans ce deuxième exemple, le placenta est vraiment fundique. Et dans le troisième exemple, le placenta est à distance de la sonde en paroi postérieure. Et le balayage latéral de la sonde permettra de localiser précisément les berges placentaires. Concernant les placentas bas insérés, on utilise actuellement une classification intéressante par rapport à l'orifice interne. Avec cette notion de 3 cm, on définit donc un placenta latéralisé quand la berge inférieure se situe à moins de 3 cm de l'orifice interne. Le placenta prévia marginal lorsque la berge inférieure affleure l'orifice interne sans le recouvrir. Les placentas partiellement recouvrants, qui sont probablement cliniquement les plus embêtants, qui vont saigner volontiers tout au long de la grossesse, où l'orifice interne est partiellement recouvert, et le placenta recouvrant total, où vraiment le placenta est sur le segment inférieur.
Dans les cas de suspicion de placenta bas inséré, il est complètement essentiel d'utiliser l'échographie vaginale pour préciser la localisation de la berge inférieure du placenta. Dans cet exemple, on voit très clairement que le placenta postérieur est à distance de l'orifice interne, alors que dans ce cas-là, on voit que le placenta est complètement recouvrant avec des vaisseaux préviens. Voici d'autres anomalies classique. L'hématome rétroplacentaire, très souvent, n'est pas une image échographique, mais c'est la clinique qui amène les informations par l'utérus de bois. Les calcifications diffuses au sein du placenta, quand le placenta relativement épaissi, doivent faire évoquer une infection. Le placenta accreta est très intéressant, où on va voir plusieurs éléments de larges lacunes vasculaires au sein de la masse placentaire et une perte de ce liseré de la plaque basale par rapport aux organes avoisinants, en particulier par rapport à la vessie. Les kystes sous-choriaux, qui le plus souvent n'ont qu'une incidence clinique, et le chorioangiome, qui lui est peut provoquer vraiment une pathologie de la grossesse lorsqu'il est très richement vascularisé. Dernier point, c'est le col utérin. Donc, la mesure du col utérin doit se faire au niveau méthodologique par une échographie endovaginale délicate. Elle se positionne dans le cul-de-sac postérieur à vessie vide. Et vous observerez donc cette image avec trois repères. L'orifice externe, qui est très bien visualisé sur cet exemple-là, à proximité de la sonde. L'orifice interne, qui se trouve en contact avec la membrane amniotique, et le canal cervical qui relie ces deux points, et la mesure se fera donc de l'orifice externe vers l'orifice interne en utilisant un traceur. La méthodologie est claire, pas de pression excessive sur le col, sinon vous risquez de l'allonger et de fausser la mesure. Pas de pression insuffisante où vous pourriez mal visualiser l'orifice interne et le canal cervical, et faire cette mesure en dehors de toute contraction utérine. On va effectuer des petits mouvements délicats de la sonde pour avoir l'image la plus parfaite, réaliser 2 à 3 mesures pour prendre la plus petite mesure et de décrire l'orifice interne, l'aspect de l'orifice interne. Voilà quelques exemples de col court où on voit très bien là, la protrusion de la poche amniotique et la mesure du canal cervical qui fait 20 mm est clairement en dessous du seuil considéré comme à risque de 25 mm. On peut s'aider d'une pression abdominale pour faire protrusion de la poche amniotique et réellement mesurer le canal cervical qui ici est très court. L'orifice interne est probablement situé à cet endroit. Et donc la poche fait protrusion dans le canal cervical. Et dans ce dernier exemple, on voit que la poche affleure l'orifice externe. Et si on fait un examen spéculum, on devrait probablement voir la poche entre les lèvres de l'orifice externe. Un dernier point sur l'évaluation du canal cervical lorsque la membrane fait protrusion, c'est la recherche du sludge qui correspond à cet amas de structures échogènes en arrière de la poche qui sont probablement des structures inflammatoires avec un très haut risque d'accouchement prématuré. Donc au final, après cet exposé, je pense qu'il est facile d'évaluer quantitativement le liquide amniotique, de savoir positionner précisément la place du placenta et de faire une évaluation du col et de la présence de la poche amniotique.